Bonjour à Pascal. À votre avis, combien y a-t-il de langues parlées dans le monde? Sachant que l'ONU reconnaît un peu moins de 200 pays, 197 pour être exact. Alors combien diriez-vous de langues? 200 comme le nombre de pays, 500 peut-être? Bon allez, 1000 langues grand max, sachant que plusieurs pays ont une seule langue en commun, comme les pays arabes, ou alors par exemple les pays qui parlent l'anglais. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout, parce qu'il existe plus de 7000 dialectes dans tout le monde. On n'imaginait pas qu'il puisse y en avoir autant. Et pour vous donner une idée de la répartition, il en existe 2000 en Asie, 2000 en Afrique, 400 aux États-Unis, et 24 officiels en Europe. Aucun commentaire, d'accord. Eh bien, aujourd'hui, nous n'allons pas voir toutes ces langues, parce que sinon la vidéo sera un petit peu plus longue, mais plutôt certaines anecdotes et faits insolites par rapport aux langues, aux voyages, et ceci se fait en partenariat avec le programme Erasmus+, dont je reparlerai à quelques reprises dans la vidéo. On peut y aller? C'est parti. Pour ce premier truc, on va commencer à parler des hyper polyglottes. Mais pas n'importe lesquels puisque ce seront les plus hardcore au monde. Donc hyper polyglotte, c'est assez transparent, c'est comme un polyglotte qui parle plusieurs langues, mais lui, il est passé au stade au-dessus, donc il en parle beaucoup. Une sorte de bilingue dopé aux hormones pour ainsi dire. Et on commence par notre jeune George Awad, qui se classe parmi les meilleurs hyperglottes de la planète à seulement 17 ans. Et il parle déjà 16 langues. Ouais, on est un petit peu loin de nos standards où on galère à apprendre l'anglais et l'espagnol au lycée. Et George voit les choses en grand puisque s'il se passionne des langues, c'est pour devenir, entre autres, diplomate à l'ONU. Attendez, on n'en a pas fini des intellos. Parce que loin devant George, on trouve Ioannis Ikonomou, un homme de 47 ans, mais qui entre nous ne les fait pas vraiment, et qui maîtrise 47 langues. Et pour ce qui est du détail, il parle 33 langues vivantes et 14 langues anciennes. Et son dernier petit kiff a été d'apprendre par exemple l'amharite, ouais ça se dit comme ça, l'une des langues qui est parlée en Éthiopie. Mais alors pourquoi a-t-il appris cette langue? Eh bien parce qu'il aime bien la nourriture de là-bas. C'est une raison tout à fait légitime. Mais alors comment fait-il pour mémoriser autant de dialectes? Eh bien il a donné sa méthode, il suffit simplement de réviser 1 heure par jour ses acquis. Un travail donc de longue haleine mais qui a, on peut dire quand même, payé ses fruits. Plus le cerveau apprend, plus il connaît de langues, mieux il apprend de nouvelles. Ça paraît un petit peu étrange, quelqu'un qui parle qu'une seule langue, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Bon, alors ensuite, aussi intelligents soient ces deux hyperglottes, rassurons-nous, il y a des langues qu'ils ne pourront jamais apprendre. Soit parce qu'elles sont mortes sans laisser de traces, on estime d'ailleurs qu'une langue meurt toutes les 2 semaines. Ou que, par exemple, leur dernier locuteur refuse de communiquer leur savoir. C'est le cas par exemple de 2 Mexicains, qui sont les seuls hommes sur Terre à maîtriser un dialecte hispanique bien particulier, dont ils ne veulent parler à personne. Dommage. Quand ils meurent, ils l'emporteront dans leur tombe. Mais bon. Et pour ceux que ça intéresse, on va parler d'une méthode à la fois toute bête mais très efficace pour apprendre une langue. Il s'agit de l'immersion dans le pays de la langue que vous voulez maîtriser. Et oui, puisqu'en 10 ans de cours scolaires pour une LV1, donc si vous commencez au collège et vous terminez à la fin du lycée, à raison de 100 heures par an, c'est une moyenne en France qui représente à peu près 3 heures par semaine, on apprend autant que en 2 mois d'immersion totale dans le pays. Bon, à raison de 16 heures par jour si vous y allez à fond quoi. Donc pour s'immerger, quoi de mieux que voyager? Et c'est là qu'intervient Erasmus. Pour ceux qui connaissent déjà ce programme, vous m'avez vu venir. D'ailleurs, petite anecdote avant de commencer, depuis 2014, désormais Erasmus s'appelle maintenant Erasmus+. Voilà. Et pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, c'est un grand programme à l'échelle de toute l'Europe qui permet à chacun de ses participants de vivre une expérience assez unique qui va allier la langue et le voyage. Et si j'aurais pu revenir en arrière, ce serait un truc que j'aurais adoré faire, de pouvoir apprendre directement une langue, comme par exemple l'anglais, où je suis un peu comme ci comme ça, directement en Angleterre ou un pays anglophone, parce que c'est beaucoup plus efficace quoi. Ou alors l'espagnol, où pourtant j'en ai fait pendant plusieurs années, mais alors mon niveau est proche du néant. Apprendre comme ça une langue à l'école, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode quoi. Et donc Erasmus+, c'est pas une année sabbatique comme ça qu'on passe à l'étranger, puisque ça peut se superposer à votre cursus universitaire, ce qui fait que vous faites une pierre deux coups, un 2 en 1 quoi, un petit ricochet. Et en fait, tous ceux qui peuvent s'y rendre sont les écoliers, les collégiens, les lycéens, les apprentis, les demandeurs d'emploi, les enseignants, les formateurs, les éducateurs et les personnes en situation de handicap. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Bon, et puis Erasmus+, c'est pas nouveau. Et à votre avis, quelle est son année de naissance? En l'an 2000? En 1990? Non, Erasmus est né en 1987, et ce n'est pas un mot inventé de nulle part. On pense notamment au philosophe Erasme, qui a été un grand acteur pour l'éducation. Et d'ailleurs, si on fait un petit calcul rapide, Erasmus a aujourd'hui 30 ans. Bon, ok.
Ça va pour les applaudissements. Eh bien, il a bien grandi ce petit programme depuis. Au début, il y avait que 11 pays qui y participaient et ils n'y croyaient pas trop, ils y allaient un petit peu à tâtons. Eh bien maintenant, ils sont le triple. Donc vous avez l'embarras du choix au niveau de la destination. Alors en Europe, bien sûr, mais c'est aussi une véritable ouverture sur le monde. Avec 189 pays partenaires et 202 destinations possibles. Ça fait du beau monde, quoi. D'ailleurs, on va sortir de l'Europe pour notre prochain truc. Alors, direction le fin fond de la forêt amazonienne. En même temps, vous voulez une langue originale et insolite, donc quoi de mieux qu'aller se perdre là-bas? Bah oui, parce que là, on est allé chercher assez loin, puisqu'il s'agit d'une tribu, au milieu des arbres, juste entre eux, ils ont leur propre langue. Et on va faire donc la connaissance des Piraas, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ce peuple aborigène a la particularité de communiquer essentiellement sans mots. Enfin, si, ils en ont, sauf que le langage non verbal prime dessus. Ce qui rendrait la compréhension, je pense, plutôt difficile si vous essayez de vous rendre directement sur place. Il y a peu de chances qu'une LV2 Piraas arrive à l'école, quoi. Imaginez 2 secondes partir en Amazonie, vous filez dans la forêt, vous esquivez les jaguars, les grosses tarentules accrochées aux arbres, et vous arrivez finalement dans cette petite tribu. C'est le début d'une nouvelle vie, de nouvelles connaissances. Peut-être même que vous ferez carrière là-bas dans Bon bref, c'est ça l'avantage de partir à l'étranger, on repart de zéro, on fait table rase sur son passé, et comme on est déjà sur place, c'est top pour s'insérer au niveau du marché de l'emploi. Bon, est-ce que les Piraas font de l'insertion pour l'emploi? Est-ce qu'ils ont Pôle emploi d'ailleurs? Mais alors je parle du Piraa, mais qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, les Piraas ont leurs mots et leurs phrases qui peuvent changer de sens selon la hauteur de la voix, que ce soit grave ou plus aigu. Un exemple comme ça, qui n'est d'ailleurs pas forcément véritable, si je dis bonjour, ça n'aurait pas le même sens que si je disais bonjour, bonjour, bonjour. Donc si le mec il a une voix un petit peu aiguë, il est un peu foutu quoi. Et toutes ces phrases vont avoir une connotation spéciale. Alors le bonjour c'est un exemple qui sortait de nulle part, mais un truc beaucoup plus concret, c'est que le mot ennemi et ami s'écrivent et se prononcent exactement de la même façon, à la lettre et au son près. Et le seul moyen de les différencier, c'est que l'un sera plus grave et l'autre plus aigu. Un boya, c'est un ennemi, et un boya, c'est un ami. Voilà. Et d'ailleurs, dernière petite particularité, et pas des moindres, puisque les Piraas n'ont pas de nombre, pas de singulier, pas de pluriel, et ils n'ont pas de présent non plus. Ils ne parlent qu'au passé ou au futur. C'est un petit peu bizarre. Alors entre nous, ce serait quand même pas plus pratique si tout le monde pouvait parler la même langue, une langue mondiale, on va me dire ouais mais il y a l'anglais tout ça. Non, s'il vous plaît. L'anglais c'est sympa, c'est mignon, mais c'est quand même complexe. Hein. Alors c'est moins complexe que le français, mais faut pas s'y méprendre. Il y a des centaines et des centaines de sons différents pour prononcer un même mot. Simplement si c'est l'anglais qui est actuellement la langue internationale, c'est juste que parce que la plus grande puissance mondiale, les États-Unis à tout hasard, c'est juste qu'ils ont posé leur couille sur la table, ils ont dit on parle anglais maintenant. Il y a un problème? Non? Allez, c'est parti. Mais c'est pas parce que la langue est plus simple. Si on remonte il y a quelques siècles, la langue qui était parlée de manière internationale, qui était la langue des lettres, etc., c'était le français. Et franchement, entre nous, le français, on a vu déjà plus simple. Hein. Et en attendant de voyager, figurez-vous qu'une langue internationale est déjà née. Non, ce n'est pas l'anglais, encore une fois. Il s'agit de l'espéranto. Et il paraîtrait d'ailleurs que c'est la langue la plus facile à apprendre au monde. Ou en tout cas, sans sourciller, l'une des plus faciles. Si vous regardez ce petit tableau, si on regarde le nombre d'heures d'études qu'il faut pour un francophone pour atteindre le niveau baccalauréat, avec l'allemand, il faut passer 2000 heures, c'est pas une langue évidente. Avec l'anglais, 1500 heures, c'est un petit peu plus facile. L'italien, il faut un peu moins de 1000 heures. Et l'espéranto, à peine 100-200 heures, quoi. Et pour cause, si elle est aussi simple, c'est puisqu'elle n'a que quelques dizaines de règles de grammaire qui sont tout le temps invariables. Il n'y aura jamais, ouais, là peut-être il y a une exception. Non, jamais, jamais. Mais avant de vous en dire plus, sachez que ça ne vient pas d'un coup de tête comme ça qui aurait été fait du jour au lendemain. Cette langue, l'espéranto, existe déjà depuis 130 ans. Et a été créée en majeure partie par Ludwig Leiser Zamenhof. Bon, son nom est presque plus compliqué que sa propre langue, hein, je vous le concède. Et ce docteur, il avait l'idée de créer un lien pour que tout le monde puisse communiquer sans la barrière de la nationalité, puisque cette langue a l'avantage de n'être attachée à aucun pays en particulier. C'est la langue officielle d'aucun pays. Et aujourd'hui, elle est pourtant pratiquée dans 120 pays et à l'appui de l'ONU et de l'UNESCO. Et on estime aujourd'hui à plus de 10 millions le nombre de locuteurs parlant couramment ou sachant parler l'espéranto dans le monde. Et c'est pas juste une langue pour blablater, puisqu'il y a des choses artistiques qui ont été faites avec cette langue, comme des romans. Il y a même 2 films qui ont été réalisés en 1960. Il y a des musiques qui ont été chantées en espéranto. Enfin voilà, c'est pas juste une langue bouche-trou quoi. Et pour vous donner une idée des langues construites qui existent, l'espéranto n'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y a par exemple le Klingon qui vient de Star Trek. Il n'y a pas beaucoup de locuteurs, en même temps c'est pas une langue évidente, mais la deuxième plus parlée dans le monde s'appelle l'interlingua, et quant à elle, elle ne comptabilise que 10 000 locuteurs grand max. Après ce sont des estimations, c'est toujours assez peu évident à obtenir des chiffres.
Mais voilà, pour vous donner l'ampleur de la chose. Et pour en revenir à l'espéranto, la façon dont cette langue fonctionne ressemble à s'y méprendre aux langues qu'on utilise déjà couramment, comme le français, l'anglais, etc. En espéranto, il existe des tas de mots en fait qui n'existent dans aucune autre langue, puisque elles n'ont pas en fait les termes, les suffixes, les affixes pour pouvoir les accoler et pour donner un sens. Le seul avantage de nos langues à nous, c'est que en fait ce sont des langues naturelles, donc qui ont vécu des siècles, mais en même temps c'est leur inconvénient, puisque au fil du temps elles accumulent plein de tares, de défauts, de spécificités qui les rendent de plus en plus complexes à utiliser quoi. C'est comme si on avait un t-shirt au tout départ et au fil du temps on s'ajoutait des morceaux de vêtements, tiens voilà un chapeau, un deuxième t-shirt, un gilet, une veste, encore un t-shirt par-dessus. Je veux dire, le français c'est la langue des exceptions. On dit un haricot ou un haricot? On dit un haricot puisqu'il y a un H devant, d'accord? Donc c'est la règle, il y a un H, on ne prononce pas. Mais alors pourquoi dit-on un homme et pas un homme? Je peux en trouver des milliers comme ça, hein. Le français. Waouh! Non, bon, bref, à titre personnel, le français est une langue que j'adore, puisque j'ai appris à la maîtriser au fil de milliers et de milliers d'heures, pas une mince affaire, donc ça ferait chier quand même de tout oublier, mais malgré tout, mon côté logique fait que l'espéranto est une langue sur laquelle je rogne depuis un bon moment, et à titre personnel, je pense vraiment qu'elle aurait plus sa place comme langue internationale plutôt que l'anglais, qui de base renvoie davantage aux pays dominants que comme une langue véritablement efficace pour parler de manière planétaire. Mais bon, ça n'engage que moi. Et d'après les statistiques qui ont été publiées de l'Academia de l'Espéranto, il ne faudrait qu'un an d'apprentissage pour maîtriser l'espéranto, alors que si vous aviez appris l'allemand en parallèle, il vous en aurait fallu 7 ou 8 années bien sûr. Alors si ça vous dit, pour les plus chauds d'entre vous, les plus ardents, je vous mets quelques liens en description avec des sites qui proposent d'apprendre l'espéranto petit à petit. Et le meilleur là-dedans, que ce soit l'espéranto ou une autre langue, c'est d'aller dans un pays et de pouvoir parler avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la langue de tous les deux, avoir un lien entre les gens du monde, comme le mythe de Babel, quoi. Vous savez, le mythe de Babel, la fameuse langue mondiale dans la Bible. Et encore une fois, aller pratiquer à l'étranger, c'est pas juste voyager pour le fun. Il y a un vrai objectif d'apprentissage et d'insertion pro derrière. Voilà pour vous les barracudas. J'espère que vous êtes un petit peu chaud par rapport à tout ce qu'on vient de dire, si ça vous donne envie d'aller apprendre de nouvelles langues, et surtout voyager autant que vous le pouvez. Bon, après, faut un peu d'argent, c'est vrai, mais pas autant qu'on puisse l'imaginer. Il y a plein de moyens dérivés qui permettent de faire pas mal d'économies si on a envie d'aller dans un pays qui nous plaît, si c'est pas forcément à Hawaï, à l'autre bout du monde, hein, évidemment. Bien sûr, il y a Erasmus+, avec leur programme, mais pas que. Si vous vous documentez, vous pourrez trouver, si ça vous dit. Si vous êtes vraiment motivé, bien sûr. Ne serait-ce que pour le côté aventure humaine, le grand voyage, le frisson, on va dire, c'est un peu plus savoureux que le RER à Paris en heure de pointe. Bon, voilà, c'est autre chose. Alors, même si une fois sur place, c'est pas toujours évident de se faire comprendre, et qu'on peut avoir le blues du pays, tous les petits trucs que ça peut vous apporter comme l'ouverture d'esprit, les découvertes locales, les coups de pouce pour avoir un emploi ou enrichir son CV, tout cela compense largement les petits désagréments, on va dire, que ça pourrait engendrer. De partir à l'aventure donc dans un autre pays. Et s'il y a des anciens d'Erasmus+, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis directement en commentaire, partagez un petit peu votre point de vue quoi, sur la question. On est d'accord, c'est quand même un peu plus que l'auberge espagnole. Bon, déjà parce que ça ne se réduit pas qu'à l'Espagne, allez checker leur site web et vous verrez les tas de pays qui sont possibles d'aller visiter de manière prolongée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs comme d'habitude. Merci de l'avoir vu jusqu'au bout bien sûr, et aujourd'hui, je vous présente la chaîne Speak English with Christina. Parce que bon, on va pas se le cacher, si vous allez en Erasmus+, parler anglais quand même, c'est quand même utile, hein, quoi qu'on en dise de l'espéranto. Et donc sur cette chaîne, vous trouverez une américaine du nom de Christina, voilà, bravo. Et elle met en ligne une vidéo chaque semaine pour pouvoir améliorer votre anglais. C'est très soigné et franchement, même moi j'arrive à suivre, donc allez-y, foncez si ça vous dit. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour, la poiscaille. Ça manque un peu de rythme à cette intro.